Et c'est parti, salut tout le monde. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans le Twitch des Insoumises, qu'on essaie de tenir toutes les semaines, même si c'est pas toujours facile avec les agendas que nous avons. Bon, désolé, on vous a fait le coup du quart d'heure toulousain, comme on dit chez moi, mais c'est parce que tu étais retenu en séance, moi en commission des finances. Voilà. Bref. Et qu'on est dans un autre bâtiment, voilà, pour que vous connaissiez tout. Là, cette fois-ci, c'est mon bureau qui héberge, et mon bureau, il est à quelques rues du palais, et donc du coup ça suppose voilà un petit trajet et on a une défection, sauf si elle se rétablit, mais Clémence était un peu crevée. Enfin, il faut que vous imaginiez que là ces derniers temps ça a été très très intense un peu pour tout le monde, et c'est pas fini. Voilà, en plus on était censé potentiellement avoir une réunion là, donc il y avait des incertitudes. Finalement on n'a pas de réunion de groupe, ce qui nous permet d'être devant vous, mais c'était un peu difficile à caler. Et puis en même temps on s'est dit qu'il fallait quand même maintenir ce Twitch parce que on a une journée vraiment je pense particulière et importante. On va évidemment parler de ce qui s'est passé côté PLFSS, mais je trouve que ce serait bien de commencer, que ce soit toi qui commence par parler de ta question au gouvernement aujourd'hui et du sujet qui est trop occulté dans les médias et qu'il faut que nos camarades puissent entendre. Ouais, bonne idée, ok, avec plaisir. Alors aujourd'hui j'ai eu l'honneur de faire la question au gouvernement de notre groupe. Tout le monde est au point, la question au gouvernement, vous savez, c'est cette séquence le mardi après-midi, donc là il n'y en a pas eu, et le mercredi après-midi où les députés de chaque groupe posent une question de 2 minutes au gouvernement et le gouvernement répond également en 2 minutes. C'est un moment qui est important politiquement parlant parce que ça permet de mettre des sujets sur la table, ça permet une reprise presse éventuellement, ça permet de faire monter des sujets, de coincer le gouvernement, d'essayer de le mettre face à ses responsabilités, etc. etc. Et donc aujourd'hui, eh bien moi j'ai parlé des révélations que vous avez peut-être vues dans Mediapart et Libération sur le maintien de l'ordre à Sainte-Soline. Vous vous souvenez, c'était en mars 2023, donc une manifestation contre les méga-bassines à Sainte-Soline, qui, soit dit en passant, ont été déclarées illégales depuis. Donc comme quoi on avait bien raison, on le savait. Mais les méga-bassines, hein, pas oui, les méga-bassines. Ça les avait interdit les manifs, mais en fait c'était les méga-bassines qui étaient illégales. Mais bon, voilà. Non mais c'est une bonne précision parce que c'est ce que m'a répondu ce cher Nunez. Bref, donc j'ai fait une QAG. Si vous avez la curiosité, n'hésitez pas à aller l'écouter parce que justement dans les vidéos qui ont été dévoilées par Mediapart et Libération, on voit en fait les images qui ont été tournées par les gendarmes eux-mêmes. C'est les caméras embarquées qu'ils avaient sur eux pendant cette manifestation et c'est accablant, j'ai pas d'autres mots parce que bon moi Sainte-Soline donc j'y étais avec un certain nombre d'autres de mes collègues. Il y avait Clémence Guettet, il y avait Manon Meunier, il y avait Loïc Prudhomme, il y avait Gabriel Amar, il y avait René Pilato, Muriel Lebvaux et Marianne Maximi. J'espère que j'oublie personne, mais bon on était quand même un bon groupe, une bonne délégation de la France Insoumise. Et donc très honnêtement c'était un choc cette manifestation. Enfin, surtout la violence qui s'est déployée en face. Déjà, moi, je me souviens de l'arrivée devant la bassine. Il faut vous imaginer, enfin, c'est un trou, ce truc. C'est un cratère, littéralement. Et de loin, et autour, des blindés partout. Des kyrielles de blindés, j'ai pas d'autres mots. Des gendarmes, des policiers partout. Il y avait plus de 3000 policiers et gendarmes qui avaient été mobilisés ce jour-là. Et on aurait dit une citadelle assiégée, quoi. C'était complètement fou. Et donc ensuite un déchaînement de violence avec notamment énormément de grenades tirées comment on dit ça, tir tendu, c'est comme ça qu'on dit. Et en fait pour expliquer, c'est une pratique qui est interdite. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement dangereux, c'est potentiellement mortel, parce que notamment ils envoient des grenades lacrymo. C'est-à-dire qu'en fait normalement on est censé les lancer en cloche, ce qui fait qu'elles explosent en l'air et que du coup le gaz lacrymo se répand. Sauf que vous comprenez bien que si vous l'envoyez direct dans les gens, c'est propulsé, donc c'est un choc violent, et 2, ça peut vous exploser dessus et être gravissime. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait notamment 4 personnes qui étaient dans une situation très urgente, 2 qui étaient littéralement entre la vie et la mort, le fameux malheureusement Serge dont on a beaucoup parlé, par exemple, parce qu'il est resté 2 mois dans le coma, après avoir attendu 3 heures justement de pouvoir être héliporté jusqu'à un hôpital, etc. etc. Bref, c'était une situation d'une grande violence. Jamais j'aurais pensé vivre un truc pareil. Et là, donc, ce qu'on sait maintenant avec les révélations de la presse de ces vidéos, c'est qu'en fait, il y a des gradés
qui ont donné l'ordre, on les entend, et pas qu'une fois, donner l'ordre justement de tirer tendu, de dire tirer tendu, ouais, bravo, en pleine gueule. Enfin, c'est complètement lunaire. Des propos, alors des insultes, ils traitent les manifestants de pulapis et d'autres et autres joyeusetés. Et puis du coup, surtout, on voit qu'ils se réjouissent de la violence qu'ils exercent. Ils disent voilà, je compte plus le nombre de mecs qu'on a éborgnés. Ah ben j'espère bien. C'est épouvantable. C'est absolument épouvantable à entendre. Et ça pose vraiment la question des responsabilités derrière ça, parce que pour que des gradés donnent des ordres interdits qui visent à blesser, parce qu'on sait que ça risque très fortement de blesser, qu'en plus on les entend dire ouais, en pleine gueule, voilà, ça va les calmer. Enfin bon, il y a manifestement une volonté de blesser, et donc ça c'est anormal. Donc est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des ordres au-dessus? Au-dessus c'est qui? C'est la préfecture, et au-dessus c'est qui? C'était Darmanin, le ministre de l'Intérieur de l'époque. Ou est-ce qu'il y a un laisser-faire? Enfin en tout cas il y a une responsabilité à chercher. Et l'autre chose qui est gravissime, c'est qu'en fait, l'IGGN, l'inspection générale de la gendarmerie, était en possession depuis 2 ans de ces vidéos, alors qu'elles ont eu dans un autre cadre, c'était dans le cadre d'une enquête pénale. C'est là-dessus que s'appuie Nunez d'ailleurs pour dire que c'est 2 choses différentes, mais en réalité ils auraient pu quand même agir, évidemment, parce que là effectivement l'IGGN était en possession de ces images pour chercher s'ils arrivaient à identifier les coupables des blessures très graves des 4 personnes dont je parlais tout à l'heure, parce que certains ont porté plainte, etc., etc. Mais enfin normalement un inspecteur. Enfin, je ne comprends pas comment des inspecteurs de la gendarmerie, en voyant ces paroles, ces ordres, n'ont pas signalé ça à quelqu'un. Enfin, il y a une défaillance monstrueuse. Est-ce que quelqu'un a bloqué quelque part? Enfin, bref, ça pose question. Et donc, c'était l'objet de ma question tout à l'heure, à laquelle Nunez a répondu encore une fois, comme dans la presse, qu'il ne pouvait pas, parce que c'était la justice qui avait les images. Mais il a commencé par dire j'aimerais rappeler que c'était une manifestation interdite. Parce qu'évidemment, une manifestation interdite, ça juste... Alors, en fait, dans la loi, ce qui est prévu, si vous participez à une manifestation interdite, c'est une contravention. Ouais, c'est pas en fait se faire crever un œil par un LBD, c'est pas 3 mois de coma, enfin ça n'existe pas en fait. Ouais, et donc il a quand même commencé, moi je trouve que c'est ça qui était fou, parce qu'après il a dit oui c'est inadmissible etc, mais il a quand même pris une bonne minute sur 2 pour dire c'était une manif interdite avec des éléments violents, alors que Anne t'avait rappelé que ouais il y avait des familles, enfants, que c'était hyper bon enfant et tout. Bon. Et voilà, et après, effectivement, il a dit on n'avait pas les images. Oui, voilà. Non, mais c'est. Donc, il y a quelqu'un qui rappelle qu'il y avait un docu-off investigation. Oui. En fait, il y avait eu plein de docus tout de suite après qui, franchement, auraient dû en eux-mêmes déjà justifier qu'il y ait qui à mon avis des enquêtes internes, quoi. D'ailleurs, j'avais été interviewée par les journalistes de Off Investigation, mais apparemment, ils n'ont pas gardé le montage. Voilà, j'étais bien déçue, ils ont gardé que les verts. Pourtant, il y avait beaucoup plus d'insoumis dans cette d'élus insoumis. Bref, de toute façon, c'est pas la question, mais de toute manière, vraiment, il s'était passé quelque chose de complètement anormal et qui, à mon sens, en plus, avait été préparé par Darmanin. Souvenez-vous, il avait déjà commencé à parler d'écoterrorisme. Il avait dit, vous allez voir, ce sera une manif extrêmement violente, etc., etc. Enfin, il avait vraiment préparé le terrain et on voyait le jour J que le déroulé dans tous les médias, c'était de dire, les méchants manifestants. Et c'est toute une dialectique et une violence, alors à la fois verbale, mais aussi, donc on l'a vu, physique, contre les opposants sur la question écologique en fait. On avait la même chose sur les retraites, etc. Mais la question écologique, c'était, je crois, la première fois que c'était aussi violent comme ça. Et moi, je peux pas m'empêcher de relier ça au fait que, j'en ai déjà parlé dans des Twitch précédents, mais que en fait, ça nuit à des intérêts économiques très puissants. On voit bien aujourd'hui que, par exemple, les grandes entreprises industrielles, etc., polluent et qu'elles nuisent en fait à notre survie, tout simplement, et que si on dénonce ça, on nuit à leurs intérêts, etc., etc. Et là, en l'occurrence, c'était contre les méga-bassines, qui est vraiment un mésusage de l'eau, puisqu'il s'agit d'aller piocher dans les nappes phréatiques pour garder l'eau qui va s'évaporer en partie, pour arroser du maïs. Enfin, il n'y a rien qui va dans une période où on sait qu'il y aura de plus en plus de difficultés avec un approvisionnement en eau, parce qu'il y a de plus en plus de sécheresse, etc. Donc, c'est vraiment l'appareil d'État et c'est tout l'appareil sécuritaire qui est mis au service d'un système à défendre à un moment où il devient de moins en moins indéfendable en fait, parce qu'il est plus vivable. Enfin voilà, c'est le capitalisme qui n'arrive plus non mais qui n'y arrive plus par des voies démocratiques en fait. Et exactement. Du coup en fait c'est qui devient qui réclame
la répression de toutes pour le coup, les voies démocratiques de contestation du capitalisme. Et c'est ça pour les méga-bassines. Enfin, c'est aussi ça pour le mouvement des retraites. Enfin, voilà, c'est ça. C'est un moment où vous voulez imposer des trucs dont personne ne veut. Vous utilisez tous les outils que la Constitution vous donne pour déjà les imposer légistiquement, mais aussi il va falloir réprimer ceux qui font usage de leur droit de manifestation, de leur droit d'expression aussi. Vous le voyez en ce moment parce qu'il y a aussi beaucoup d'attaques, il y a le détournement du terrorisme, de la lutte antiterrorisme contre les militants écolos. Donc il y avait aussi ceux de Bure qui ont été poursuivis pendant... Enfin, franchement, il y a eu des moyens mis sur des gens pendant 10 ans qui ont été espionnés comme si c'était des agents terroristes et tout, alors qu'à la fin, il y avait R. Ils ont fait pareil, les premiers trucs, c'était... Tarnac et tout, vraiment, il y a vraiment... ça s'est maintenant installé, quoi, ça. Et puis, on le voit pour les mouvements, je fais le lien avec les mouvements aussi en soutien au peuple palestinien, parce que vous voyez comment il y a l'intimidation, il y a évidemment la répression violente de toutes les manifestations, etc., mais aussi de plus en plus d'atteinte à la liberté d'expression, où finalement, un syndicaliste qui écrit un CP peut se retrouver, un communiqué de presse peut se retrouver interpellé devant femmes et enfants, chez lui, à 6h du matin. Tout ça, c'est une façon de vous dire pas touche au système dominant, quoi, qui est un système effectivement capitaliste, écocide, capitalisme, colonial. Et écologie sont accompagnés, mais colonial, et colonial, parce que ça va avec... Là, c'est les méga-bassines, c'est pour le coup sur le territoire national, mais il faut se dire que c'est aussi des mobilisations sur le territoire national qui sont aussi des échos à des mobilisations... qu'il y a partout dans le monde et qu'il y a eu dans le sud global pendant des années, parce que c'est quand même là-bas qu'on a commencé par tout saccager au nom du capitalisme, et avec des populations locales qui ont pris très cher, et qui parfois voient renverser leur propre gouvernement quand il faut s'assurer que le pétrole et que que soit le pétrole ou l'Amazonie puisse continuer à être pompé ou saccagé, voilà. Donc c'est tout ça n'est pas très très joyeux, mais bon, en tout cas c'est bien que tu poses cette QAG. On voit bien de toute façon qu'il y a une volonté de silencier aussi ce matin, anecdote, ce matin, donc en venant à l'Assemblée nationale, j'étais dans le train, et au bout d'un moment il y a la personne en face de moi, parce que j'avais un autocollant contre la 69 normal sur mon ordinateur, donc elle commence à m'interroger, oui vous êtes journaliste et tout, bon en fait, du coup on discute, et elle me dit il me semblait bien que vous me disiez quelque chose, parce qu'en fait j'étais venue à une mobilisation, elle venait de Montauban, où il y a un projet pareil écocidaire, alors de moindre ampleur par rapport à l'autoroute A69, mais bon c'est pareil, on saccage de la nature, on va avoir une énorme route, donc un boulevard urbain qui va passer littéralement à côté de l'école, j'ai vu les lieux, c'est n'importe quoi en termes de pollution, je vous épargne les détails, mais donc du coup cette dame me racontait que donc justement la lutte se poursuivait, mais qu'elle avait un mal fou à motiver les gens, et d'ailleurs ils se retrouvaient 5 en garde à vue sur un truc. Elle me disait comment tu veux me mobiliser les riverains, etc. Parce que c'était une association de riverains, donc vous auriez vu la dame, on est très très loin de manifestations violentes et tout, mais voilà, ils ont fini en garde à vue. Donc il y a vraiment une volonté de faire taire aussi sur ces enjeux-là, je crois. Il faut essayer de pas se laisser faire. Ouais, ça c'est bien, voilà, les trucs flippants, en tout cas c'est très bien que ces images elles soient sorties, et de voir aussi que parfois du coup c'est vraiment parce que les médias sortent les choses, donc ça permet de faire le parallèle aussi, se dire on a besoin de plus d'enquêtes comme celles-là qui ont sorti ces images, et on a besoin d'un peu moins de désinformation sur le service public, j'y pense, parce que cette histoire, peut-être c'était un truc que j'y pense là d'actualité, mais c'est hyper intéressant. Et vous avez vu à quel point France Télévisions est quand même acculée là, parce qu'après leur interview garde à vue de Manu Bompard dimanche, où vraiment ils ont enchaîné, déjà toute l'émission est horrible, mais il y a eu des énormes fake news là sur Zoran Mandani notamment, et puis sur ce qu'il aurait dit sur la Palestine, etc. Et heureusement, Manu s'est pas du tout démonté. Il a dit non, c'est faux. Et en fait, progressivement, vous avez plein de journalistes qui ont encore un tout petit peu de déontologie, qui ont dit mais ça pose un problème et tout. Vous avez les sociétés locales de journalistes, et vous avez France Inter qui était furieux que sur une émission de France Inter, une journaliste qui est envoyée par France Télévisions puisse poser des questions, puisse développer des fake news comme ça. Et donc ils sont tous allés de leur communiquer et tout, et la pression est en train de monter, et on espère pouvoir maintenir la pression, et faites-le aussi de votre côté sur les réseaux sociaux, pour que que France Télévisions se contente pas juste de dire oui, il y a eu des choses qui ont été dites qui étaient fausses, ils ont juste fait un erratum comme ça, mais qui nous expliquent qu'est-ce qu'ils comptent faire, d'abord pour sanctionner cette pratique pas déontologique de la journaliste, et aussi pour éviter que ça se reproduise.
Et donc apparemment, les France Inter eux-mêmes, il y a une guerre aussi entre France Inter et France Télévisions qui est assez rigolote à regarder. Et donc du coup, France Inter, ils commencent à, eux, se dire que dans ce cas-là, ils vont peut-être relire les questions de France Télévisions. Enfin bon, c'est vraiment la honte pour eux. Mais voilà, faut du coup peut-être saluer des moments comme ça où on a un effondrement visible du journalisme officiel et où on a en même temps... des contrepoints qui nous montrent ce que devrait être dans une démocratie l'activité des journalistes et comment elle pourrait nous permettre de contrôler l'État. En fait, c'est normalement une activité de contrôle, un contre-pouvoir, et donc voilà, on a besoin de ça. Mais sinon, peut-être... Il y a quelqu'un qui a mis... je salue l'humour. Bonsoir, France Info, un problème. Oui, c'est ça, exactement, France Info. Mais quand même, il faut noter que du coup, Manu a été... Je suis d'accord, il y a quelqu'un qui a dit Manu a été grandiose, c'est clair, mais y compris dans la suite. C'est-à-dire que justement, il n'a pas lâché l'affaire. Et c'est quand même une première qu'il y ait une vraie reconnaissance. Enfin, le groupe a relayé bien sûr, mais c'est parti de lui de pas lâcher ce qui s'était passé là. Et donc là, ils reconnaissent eux-mêmes en fait qu'ils ont fait n'importe quoi. Et t'as pas parlé du graphique, le graphisme qui a été diffusé aussi sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous l'avez vu sur un sondage pour 2027 qui met une avec François Hollande à égalité avec Jean-Luc Mélenchon, alors qu'il y en a un qui fait 6,5 et l'autre 12 et avec des trucs complètement... Mais avec la barre qui est à la même hauteur. Enfin, c'est honteux. Alors c'est marqué, c'est les bons chiffres. Il y a marqué 12,5 et l'autre, je sais plus, c'est 6 quelque chose. Mais à la même taille. Donc visuellement, qu'est-ce que vous voyez que le PS et Jean-Luc font le même score, ce qui est donc complètement faux. Il y a aussi, je sais pas si t'as vu, il y a Marine Tondelier et les LR qui font le même score, mais pareil, la barre des LR est plus grande. Ils ont merdé, ils ont repris les mêmes trucs, ils ont changé les noms, enfin bon, c'est ça. Et après ils disent oui, c'était une grossière erreur humaine, mais non intentionnelle, mais t'es là en fait... C'est pas possible. Qui n'a pas pu redire ça? Ah oui, et le Rassemblement National aussi, qui a une échelle qui l'envoie encore plus haut que le reste. Et de dire qu'on va perdre quoi qu'il arrive. Donc ça pose la vraie question effectivement des médias et de leur d'où l'intérêt aussi de ce genre d'usage des réseaux sociaux et de dire à un moment on utilise aussi tous les cadres d'expression et même si nous le Twitch des Insoumises ça reste encore à toute petite échelle, même si vous allez nous aider d'ailleurs abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, c'est ça qu'il faut faire, non voilà, c'est pour que l'équipe me donne des bons points, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, mais bon, on essaye de démultiplier les canaux d'expression et aussi du coup de faire savoir les arnaques et les choses qui se passent. Donc on en vient peut-être aux arnaques du jour à l'Assemblée nationale. Vous avez suivi, donc là c'est le PLFSS. Alors PLFSS, budget de la sécurité sociale, déjà désolé, on va essayer de pas parler trop en acronyme. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour l'examen de ce budget de la sécurité sociale, évidemment, ils ont prévu un temps trop restreint à l'Assemblée nationale et que ce texte devait terminer d'être examiné dimanche, donc sachant que déjà c'était une ouverture, pour que tout le monde sache aussi, que du coup ça suppose ouverture de l'Assemblée nationale le samedi, le dimanche, entre 9h et minuit à chaque fois. Plus la semaine précédente, mais en fait il y avait trop d'amendements, tout le monde savait qu'on n'allait pas terminer, et donc dimanche on ne pouvait pas conclure, mais ils ont quand même décidé qu'il fallait qu'il y ait le vote final qu'on allait aller vers le vote final ce mercredi. Ce soir. Donc sachant qu'il n'y avait pas de séance hier, parce que c'était férié, et que en fait, c'est surtout que les députés sont tous mobilisés sur les commémorations du 11 novembre, et qu'ils avaient enlevé la séance de lundi aussi pour que les députés puissent aller en circonscription à leur commémoration, parce qu'il y en a qui sont tôt le matin, et que ça ne permet pas forcément de faire minuit, enfin bref, voilà. Et en fait, en gros, c'était une énorme arnaque. Donc nous, dimanche soir, le groupe a protesté fortement en disant nous, on est prêt à prolonger, on est prêt à continuer, on est prêt à ouvrir lundi et tout, mais on voit bien votre arnaque parce que ce que vous voulez faire, c'est en fait éviter qu'on arrive à un vote de tout le budget, parce qu'il y a des horreurs dedans. Ouais. D'accord ? Et en même temps, il y avait un petit souci pour le Parti Socialiste et les macronistes, dont la non-censure du gouvernement, vous savez qu'elle repose sur la promesse de cette fameuse suspension qui n'est qu'un décalage de la réforme des retraites. Or, pas de chance pour eux, c'est l'article 44. Et là, on était genre à l'article 23, quoi. Donc c'était chaud patate. Donc c'est pas grave, ils ont utilisé un truc, ils ont dit, ok, on va faire un vote à un moment donné, un moment bloqué, et donc ils ont fait valider ça en bureau avec la complicité de Yael Braun-Pivet, et donc du coup ils ont dit, ce vote-là, il arrivera mercredi à 15h. Comme ça, on est sûr qu'il a lieu. Comme ça, les socialistes peuvent dire on a notre victoire. Les macronistes peuvent montrer, voilà. Et en même temps,
c'est les macronistes, ils prennent pas le risque qu'on rejette leur budget, parce qu'il y a quand même un risque qu'on rejette leur budget. Et le PS, vous allez voir, ce qui va se passer, c'est qu'à minuit ce soir, ding dong, on n'aura pas du tout examiné tout, parce qu'on aura examiné tout seul l'article 44, l'article 42 dont je vais vous parler, c'est un peu ma marotte sur l'histoire du congé de naissance, je vous ferai des petites infos dessus. Mais bon, on va étudier ça là. Mais en gros, il va nous manquer 15 articles au milieu qu'on n'aura pas étudiés, donc on ne pourra pas du tout arriver au vote final, et du coup, ça permettra au PS de ne pas voter les autres horreurs qui vont avec, mais de dire « Ah, on a obtenu une victoire ». Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Donc ça va pas être voté, mais il y a ce décalage suspension machin. Hop, ça passe au Sénat. Là, le Sénat, il peut tout destroy, voilà. Donc je pense que le gouvernement va essayer un peu de dire... touchez pas trop aux accords qu'on a avec les socialistes, ils vont pas trop toucher à ces accords-là, mais par contre, ils peuvent faire des coupes en plus dans les dépenses de sécurité sociale, ils peuvent revenir sur la question des franchises médicales, enfin toutes les horreurs que vous avez vues, et dont là, si vous lisez la presse, on a l'impression que les choses ont un peu bougé, mais la plupart des trucs sont encore là, des horreurs sont encore là, et les choses qui ont bougé, ça a bougé par l'Assemblée nationale, mais le gouvernement a dit oh, on fait pas de 49.3, on s'engage à transmettre les amendements. Mais ils vont transmettre le texte avec les amendements au Sénat, mais après le Sénat, il n'a aucune obligation de reprendre les amendements. Donc là, la droite va venir tout casser, et ils vont faire désolé, ça s'appelle la démocratie parlementaire. Et puis après, il va y avoir une CMP, où là, il va y avoir des macronistes et la droite sénatoriale, et donc en fait, le deal entre le PS et les macronistes, il n'existera plus, ce sera de nouveau un deal entre les macronistes et la droite du Sénat, et donc toutes les horreurs vont pouvoir revenir. Voilà. Et tout ça, ça leur a permis d'acheter du temps, parce que ça fait qu'au final, au bout du bout, le budget de la sécurité sociale, il va peut-être être adopté. Le budget de l'État, il sera probablement pas adopté. Ça donnera lieu à une loi spéciale, mais c'est même pas sûr que le gouvernement soit censuré, ou il sera potentiellement censuré en décembre. Donc ils auront pu se maintenir le temps du budget. Et après, ils seront assez tranquilles quand même, quoi. Et donc voilà. Donc là, on avait ce cœur du sujet de la suspension. Alors je sais pas trop si on a des questions. Je sais pas à quel point vous êtes intoxiqués. Il y a quoi comme horreurs qui vont passer ? Il y a quoi comme horreurs qui vont passer ? Alors, il faudrait que j'ai pas mon tel, mais parce qu'on a refait la liste, là, ce serait bien de... Et non, ça que si j'arrive... Parce qu'on s'était refait toute la liste des choses. Il y a de quoi faire, malheureusement. Parce que là, donc le gel, on a réussi à supprimer le truc du gel qui était prévu, de l'année blanche et tout ça. La fameuse année blanche. Mais donc, ils vont s'en vanter. Mais en vrai, il reste déjà, de toute façon, des coupes dans le budget de la sécurité sociale, dans les dépenses, etc. Et puis... Le doublement des franchises, en fait, ce sera peut-être pas doublement des... Mais en tout cas, il va rester des choses sur les franchises. Et surtout, l'arnaque, c'est que... Là, ce qui vient de se passer, c'est que la suspension a été... la suspension décalage de la retraite a été votée. Mais le gel a été supprimé, parce qu'on était assez nombreux pour supprimer le gel. Mais c'était ce qui était censé le financer. Vous voyez le truc. Donc le gouvernement, il va aller chercher où financer cette fameuse mesure de décalage de la réforme des retraites. Et donc du coup, il va y avoir d'autres horreurs qui vont arriver. J'essaye de me refaire la liste de tout ce qu'on avait... Parce que dites-vous bien que les macronistes, ils cèdent pas ça gratuitement. Enfin, déjà, ils font semblant, c'est pour s'acheter le PS, et ça marche. Ouais. Mais est-ce que de l'autre côté, je sais pas si vous avez écouté un peu, mais par exemple, les Républicains sont vent debout. Ils disent que, voilà, même d'ailleurs, une bonne partie des macronistes disent qu'ils tiennent à cette réforme, etc. Qu'ils veulent pas, ils font comme si c'était une vraie suspension, alors tout le monde a bien compris que ça n'en était pas une. Mais vas-y. Alors, le pire des mesures votées, la limitation des arrêts maladie. Alors les arrêts maladie. Oui, c'est bien qu'on ait la liste quand même, parce que franchement, on a tellement de choses que... Donc la limitation des arrêts maladie. Alors là, il y a eu un truc, faut que vous sachiez, faites passer autour de vous, que le PS a quand même proposé un amendement que même les macronistes, ils trouvaient que ça chaud, et que c'est avec le RN que c'est passé. Enfin, c'est le RN qui l'a voté et tout, et c'est un amendement sur limiter les arrêts, en fait, pouvoir remplacer les arrêts de travail par du recours au télétravail. Donc, ça vous dit l'éloignement, leur tangente qu'ils prennent par rapport au monde du travail, parce que tout le monde sait très bien ce que ça signifie de commencer à rogner sur les arrêts de travail, de faire du télétravail. En plus, ça accrédite vraiment l'idée que on peut bien travailler quand on est malade, qu'il suffit de faire un peu d'effort et tout. Donc, il y a eu des choses comme ça sur les arrêts maladie. Et donc, le repli du PS qui a pu adopter la limitation des arrêts maladie, il a dit non, 1 mois c'est trop de limiter, mais du coup, on va faire 15 jours. Voilà. Ensuite, il y a eu la création d'un statut affection de longue durée. Donc en fait, en gros, ils se sont beaucoup pris aux affections de longue durée
et aux indemnités, donc avec des choses un peu compliquées, parce qu'il y a des types d'affections longue durée différents et tout, et c'est très technique. Et encore une fois, là, la ministre en hémicycle, elle a commencé à dire « Je vous laisserai pas dire qu'on touche, machin », et donc Adrien Clouet, qui connaît tout sur le bout des doigts, il a fait un rappel au règlement, il a fait « Alors si, c'est l'article temps, et regardez, et même elle-même, elle était là en mode « Ah oui, on a ça et tout », avec elle se retournait vers ses conseillers qui étaient là « Ouais, désolé, en fait, on a vraiment fait ça ». Et donc, effectivement, c'est pas toutes les affections longue durée, mais en gros, pour notamment, il y avait ou pour les certaines, il y avait les non exonérantes, il y a les glaucomes, les diabète, non? Je suis pas sûre ouais, je sais plus. Faut écouter Adrien Clouet. Voilà, mais lui, il a refait la liste, et donc ça concerne quand même plein de gens. Pour qui voilà, les conditions d'indemnisation vont être diminuées par 3, enfin, donc c'est quand même majeur. Il y a participation aux frais de santé pour les non-européens, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait un truc un peu raciste pour faire plaisir au RN. Et il y a la déduction forfaitaire des heures supplémentaires aussi. Donc ça, c'est des exonérations, en fait, Enfin, en gros, ça, c'est des trous dans la sécu qui vont évidemment se ressentir par des coupes ensuite. Le rétablissement des exonérations de cotisations sociales dans le secteur maritime, donc ça, c'est bien aussi. Et après, le pire des mesures pas encore examinées, mais qui peuvent évoluer et qui sont peut-être de toute façon au Sénat, il y a la réforme de la reconnaissance des maladies professionnelles. Donc ça va sans doute être vraiment très, très, très dur. Le durcissement du cumul emploi-retraite et les objectifs des dépenses. Donc en fait, ils vont sans doute rebaisser encore les objectifs des dépenses de la Sécu. Voilà, on va peut-être pas... je regarde... Voilà, et franchement, alors écoutez vraiment, voyez un peu les bilans que font nos chefs de file, parce que ni Anne ni moi ne sommes chefs de file sur le PLFSS, donc on a parfois suivi des passages qui sont des trucs des sujets qui nous tenaient particulièrement à cœur, etc., mais on n'a pas pu suivre l'ensemble, donc c'est pour ça qu'on a besoin de les récaps, et surtout... On fait des allers-retours avec la commission. Et en fait, au bout d'un moment, entre les trucs qui sont votés en commission, en hémicycle, les débats et ce qui se passe à la fin des débats, on a du mal à retenir exactement à quel niveau de trucs gravissimes on arrive. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il est quand même dégueu, ce PLFSS. Et que voilà pourquoi nous on demande le vote, parce que en fait, s'il y avait un vote, tout le monde serait mis devant ses responsabilités, et ce serait très compliqué en l'état d'accepter ce truc-là, quoi. Voilà. Et donc voilà pourquoi eux ils vont s'amuser à le rejeter. Et donc là, ils ont décidé, le gouvernement il a décidé de mettre en avant des articles qui sont les articles pour faire genre on a concédé des trucs. Donc il y avait les retraites, enfin le décalage. Et là, on les a bien asticotés. C'est Manu qui a fait des super interviews. Il est revenu avec les chiffres et tout. Il a dit, mais du coup, vous avez financé ça comment, etc. Surtout qu'ils ont expliqué que... Enfin bon, ils doublaient. C'était passé de 100 à 200 milliards, c'est ça Enfin, c'était un truc... C'était d'abord sur le coût des millions, le coût en millions... Enfin, il y avait un truc qui doublait. Quand on passait de 80% des gens à 100% des gens qui prenaient. Et donc ça doublait alors qu'il n'y avait que 20% en plus. Et donc il a dit, mais alors du coup, c'est que vous aviez mal calculé un endroit, etc. Et donc là, la ministre était là, voilà. Du coup, il y avait ces questions d'embrouille sur le financement et évidemment la suspension. On a eu avec nous le vote des communistes qui ont fait des super interviews aussi pour... montrer les arnaques, montrer à quel point c'était une suspension, que c'était un décalage et que c'était pas du tout une suspension, voilà. Et vous avez des interventions ridicules du Rassemblement National qui a fait genre nous sommes contre la retraite à 64 ans, nous machin et tout, mais bon, c'est nul, c'est un deal entre le PS et les macronistes, mais bon, on va quand même le voter. Donc en fait, ils ont validé, donc à cause de ça, à cause de ce vote, nous on est désespérés parce que c'est une validation de la retraite à 64 ans qui avait jamais été votée à l'Assemblée, qu'on avait réussi, qui avait jamais été votée, et surtout les macronistes avaient réussi à ce que ce vote n'ait jamais lieu. En fait, ils avaient bloqué notre niche, vous vous souvenez, on avait parlé pendant 24 heures de la réforme des retraites, et ils avaient fait de l'obstruction vraiment massive et tout ça, ils avaient tout fait, vous avez les ministres qui finissaient par raconter n'importe quoi au micro pour que, en fait, on arrive à minuit sans le vote, parce qu'ils savaient qu'ils allaient perdre. Et là, ils ont réussi à faire, à travers le décalage, en fait, ils ont fait voter la retraite à 64 ans. Donc on a de quoi être un petit peu fâché contre les collègues qui ont fait le calcul que bon, il fallait pas, vis-à-vis des Français, avoir l'air de rejeter une miette. Alors ça, c'est ceux qui sont pas au cœur du deal, et puis ceux qui sont au cœur du deal, évidemment, il fallait faire ça parce que c'est le deal pour se donner l'impression qu'ils ont gagné des victoires et qu'ils sont la gauche raisonnable, parce qu'ils voulaient absolument éviter une dissolution, parce qu'ils avaient peur pour leur poste, quoi. Donc ça, c'est le truc un peu triste, voilà. Et après, les autres amendements, il y avait l'histoire du gel, et les autres articles, il y avait l'article sur le congé. Mais je sais pas, est-ce que tu veux réagir d'abord Juste peut-être parler un petit peu, faire une petite parenthèse sur le vote qui a eu lieu du coup sur justement sur le fameux décalage de la réforme des retraites.
Et il y a eu quand même des interventions intéressantes en hémicycle, parce que pour le coup, il n'y en a pas beaucoup qui avaient une position très claire. Comme tu le disais, les fachos. Le Rassemblement National, je vais y arriver. Les fachos, hein. Oui, on peut dire. Mais je sais plus ce qu'ils ont fait finalement, ils se sont abstenus. J'ai un doute. Je me souviens du discours de Le Pen qui disait oui, on comprend rien, ils ont carrément voté pour. Ouais. Bon, nous en fait, on était les seuls à voter contre de manière claire avec les communistes. Vous pouvez écouter, si vous voulez, des interventions qui expliquent bien les choses. Vous avez donc nous, je sais plus qui a pris la parole pour nous, c'était Manu, Adrien, j'ai un trou. Ouais, et Mathilde aussi. Ah oui, Mathilde. Ah non, voilà, écoutez Mathilde qui explique très très bien pourquoi on vote contre. On a tous relayé son intervention, donc écoutez son discours. C'était très bien fait, très clair. Et il y a Monsieur Sansu aussi, Nicolas Sansu, donc chez les communistes, qui a fait une bonne intervention aussi pour expliquer, et justement en répondant au PS, parce que c'était eux surtout qui étaient comme des fous, là, applaudis par les macronistes. Enfin, c'est des grands moments, hein, je vous assure. Alors, les envolées lyriques de Jérôme Gage qui hurle littéralement dans son micro. On a l'impression qu'il est en train de faire. Ouais, puis on a l'impression qu'il est un grand révolutionnaire, quoi. Il est en train de waouh. Mais c'est sur nous qu'il crie. Oui, en nous criant dessus, parce que donc justement on refuse de se laisser avoir par leur deal, en disant que eux, alors ils citent la CFDT quand nous on cite la CGT, ça dit pas mal de choses. Et voilà, et donc lui nous pointe du doigt, donc encore une fois applaudi par les macronistes. Là, on en est là, quoi. Il y a le PS et macronistes qui applaudissent ensemble sur cette séquence. C'est assez lunaire. Mais voilà, nous on a tenu bon. C'est exactement ce que disait Sarah, c'est-à-dire que pour nous ce n'est pas possible, et c'est ce que disait d'ailleurs aussi Sophie Binet de la CGT, ce que disait Nicolas Sansu, c'est-à-dire que c'est avaliser la retraite à 64 ans, parce que si on suspendait vraiment, ça s'arrêterait là, et donc ça serait 62 ans et 9 mois l'âge de départ à la retraite. Or c'est pas ça qui va se passer. À terme, les gens vont partir à 64 ans, et peut-être même encore plus tard, et peut-être même différemment, puisque vous avez peut-être vu que Gabriel Attal veut ramener la question de la retraite à points. Important. Ouais, c'est que du coup, dans l'intervention de Gabriel Attal, ça c'est vachement bien, c'est que de le préciser, c'est qu'eux ils se sont abstenus en fait, le Renaissance, donc en fait ils ont vraiment laissé le truc être adopté par le PS et le RN, et enfin c'est ça. Voilà, c'est vraiment la honte, et ils se sont abstenus, et Attal a expliqué que de toute façon le sujet c'était plus les 64 ans, enfin voilà, et que ce qu'il fallait c'était enfin ouvrir que cette suspension elle permettrait d'ouvrir le débat sur la retraite à points et par capitalisation, et donc ça c'est aussi un appel du pied à la CFDT, et je rappelle que c'était quand même c'était la grosse division au sein du front syndical. Enfin bon, en gros là ils sont en train d'offrir la possibilité justement d'avancer sur une réforme des retraites qui va diviser les champs syndicaux et qui permettra pas du tout d'avoir la même mobilisation que sur la retraite à 64 ans. Et donc on va se taper, non seulement il crée les conditions de la continuation de la retraite à 64 ans, mais en plus d'un passage à un système par an. Donc c'est assez gravissime. Peut-être que je dis deux mots juste parce que c'est ma marotte, et que comme ça, si vous le voyez passer, parce qu'un des trucs qu'il mettait en avant, c'est la création d'un congé de naissance supplémentaire. Je sais pas s'il y a des parents qui nous écoutent, s'il y a des gens qui sont au courant un peu des congés, de comment ça se passe en France. Quand on a un enfant... mais en gros, ils ont vendu ça fait un moment qu'ils vendaient un congé de naissance, en fait tout simplement parce que la France est vraiment très très mauvais élève par rapport au reste des pays européens, et que genre on a un congé mat de 16 semaines, ce qui est déjà pas forcément beaucoup par rapport à d'autres pays européens, et on a un congé paternité, tenez-vous bien, de 28 jours, et quand je dis 28 jours, c'est dans sa part... total, mais il y a en fait 21 jours facultatifs. Donc en fait, les entreprises, elles sont tenues que de te donner 7 jours, et il y a effectivement plein de pères qui prennent pas les 28 jours, soit parce qu'ils ne veulent pas les prendre, mais soit aussi parce que c'est un peu compliqué vis-à-vis de leur entreprise d'assumer de prendre les 28 jours. Donc on en est là en France, donc c'est vraiment assez ridicule. Et pendant longtemps, la France se vantait au moins d'avoir... un service public de la petite enfance qui permettait aux enfants d'être placés en crèche tôt, ce qui déjà est questionnable, parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, peut-être que 2 mois et demi, 3 mois pour arriver en crèche c'est tôt, mais surtout maintenant c'est plus du tout viable, parce qu'effectivement on n'a pas du tout ce qu'il faut en mode de garde, et ils ont beau avoir la natalité qui baisse, etc. En fait, on a un enfant sur 5 qui est gardé par ses parents parce qu'ils n'ont pas de mode de garde. Et quand je dis par ses parents, je suis sympa, mais en fait, on va dire clairement, c'est par la mère, parce que dans un couple, celle qui gagne le moins, c'est la mère, parce qu'il y a déjà toute une pression patriarcale sur la mère qui garde les enfants, mais comme c'est celle qui gagne le moins, c'est aussi logique que la perte de salaire, comme c'est une grosse perte de salaire,
et ben on va décider que c'est du coup c'est la mère qui l'assume. Et une fois que vous faites ça, en fait c'est pour le reste de votre vie, hein, parce qu'après les congés enfants malades quand votre enfant est malade, c'est la mère qui s'arrête, voilà. Et pour le reste de la vie, de toute façon, il y a cette inégalité qui se creuse et qui fait que je rappelle qu'il y a 45% d'écart de salaire entre les pères de 3 enfants et les mères de 3 enfants. 45%. Donc le premier facteur d'inégalité salariale en France, c'est lié à la parentalité et c'est lié au fait que votre temps de travail va diminuer au fur et à mesure que vous avez des enfants. Quand vous êtes une mère, vous n'allez plus avoir de travail rémunéré, et par contre en général votre temps de travail incluant les tâches parentales qui ne sont pas rémunérées mais qui sont du travail, lui il a doublé, donc vous avez une double journée, vous perdez du salaire, enfin c'est génial. Voilà, donc dans ce contexte-là, ils ont dit on va faire un congé de naissance et puis qui sera égalitaire pour le père et pour la mère, il y aura une partie pour le père, une partie pour la mère, comme ça va inciter le partage des tâches. En fait, il y a plein d'arnaques dans ce congé de naissance. Déjà, ça fait genre des années qu'ils en parlent, mais genre des années, et là, ils sont un peu obligés de le faire parce qu'en fait, ils sont un peu l'Europe au cul, en fait. Enfin, en gros, il y a eu une directive européenne et tout, et en termes d'indemnisation, surtout, on avait peu de temps de congé, mais surtout le congé parental hors congé paternité ou maternité, il est en dessous du RSA. Donc c'est un scandale. Ouais, enfin, voilà. un scandale. Et donc du coup, ils ont dit on va faire un truc. Bon. Et donc ils le font, mais déjà, leur réforme, c'est entré en vigueur en juillet 2027. Donc je pense qu'il faut mesurer l'arnaque. Voilà. Donc c'est entré en vigueur en juillet 2027. Et pour le financer, ils ont décidé qu'ils allaient supprimer la revalorisation des allocations familiales. Aujourd'hui, pour votre deuxième enfant, quand votre deuxième enfant passe les 14 ans, vous avez une revalorisation de votre allocation familiale. Ils ont décidé de la décaler à 18 ans. Et ça c'est pas pour 2027, c'est pour 2026. Voilà. Donc en fait, vous avez plein de familles qui vont se retrouver à payer un dispositif dont on ne sait même pas s'il va finalement être mis en vigueur, puisque c'est 2027 juillet, donc post-présidentiel. Arnaque. En plus, ce dispositif, on nous dit c'est 2 mois pour le père, 2 mois pour la mère, chacun peut les prendre et tout, mais avec indemnisation dégressive. Et là, le gouvernement nous a dit, le premier mois, ce sera 70% du salaire, et le deuxième mois, ce sera 60% du salaire. Donc déjà, on aimerait bien s'écharper là-dessus, parce que, en fait... Oui, dans un couple, en fait, si c'est 70% du salaire, la probabilité que ce soit le salaire le plus bas qui trinque, je veux dire, c'est pas à 100%, quoi. Donc c'est pas si bien que ça rémunéré, et le deuxième mois est 60%, c'est pas bien. Mais surtout, c'est ce que le gouvernement dit, mais c'est pas dans le texte. Parce qu'en fait, ce sera fait par décret. Donc il peut mettre en juillet 2027. Vous voyez donc là, en fait, il faut voter un truc, genre, grand progrès. Donc là, on est en plein dedans, donc à la reprise à 21h30. On va y aller, le truc va probablement être adopté, mais alors préparez-vous à ce qu'ils disent ça y est, la France, rattrape les pays scandinaves et tout, alors qu'en fait c'est vraiment nul à chier. Voilà. Et alors le dernier truc que moi je trouve scandaleux, c'est que comme j'avais beaucoup porté les questions de parentalité égalitaire, c'est qu'ils mettent en avant l'égalité. En disant avec ce congé-là, les pères vont le prendre plus parce que comme il est mieux indemnisé, 70%, oui, c'est sûr que c'est pas le RSA, c'est pas moins c'est pas 70% du RSA, ce qui est le cas actuel, c'est 70% de la rémunération. Mais donc les pères vont le prendre comme s'il y avait un truc mécanique. Or tout ce qui a marché jusque-là, c'est en fait quand ils ont allongé le congé paternité. Le droit a été pris, mais quand ils ont un peu augmenté c'est pas ce qu'il faut, c'est un congé totalement rémunéré comme le congé paternité, pas un truc à 70%, et surtout ce qui marche le mieux c'est d'allonger la part obligatoire, c'est-à-dire du coup en fait ton employeur il est obligé de te la donner, t'es pas obligé un peu de justifier auprès de tes collègues et de ton employeur que t'as décidé de prendre tes 28 jours parce que t'es un papa moderne, quoi. Bon. Et donc du coup là ce qu'ils sont en train de faire, c'est comme ils touchent pas du tout au congé paternité. J'espère que j'ai pas perdu tout le monde en cours de route. Non, les gens réagissent. Alors, tout ici. Comme ils n'ont pas touché au congé paternité, je vous explique le cas moyen, voilà ce qui peut se passer dans un couple. Monsieur, il a 7 jours obligatoires, il va prendre les 7 jours obligatoires. Et madame, elle a 16 semaines de congé mat, et ensuite, elle a potentiellement 2 mois en plus de congé parental, ce nouveau truc, de congé de naissance, le nouveau truc, payer 70% de son salaire, plus 60% de son salaire. Donc vous pouvez avoir dans un couple des femmes qui vont être plutôt incitées, surtout si elles n'ont pas de mode de garde, à se dire, quand même, là, j'ai quand même ce congé de naissance, je vais en profiter. Elles vont prendre 6 mois, mais le père va potentiellement prendre une semaine. Voilà. Donc ça creuse l'écart, et en fait, ça montre que c'est dès là, vous créez une spirale, parce que le problème, c'est pas tant
en fait, il faut éviter que les femmes s'arrêtent trop longtemps en étant peu payées parce qu'elles perdent du salaire, mais c'est surtout le décalage avec le père, parce qu'en fait, c'est ça qui se passe, c'est que vous avez du coup quelque chose qui s'instaure, qui est que c'est la femme qui va s'arrêter systématiquement, et le père non. Et donc moi, j'avais quand même fait une mission d'information dont on a rendu le rapport en juin dernier. Là, on a déposé des amendements. Ils savent très bien que dans notre mission d'info, la conclusion, c'était si vous voulez toucher à la répartition des tâches parentales, la première des choses à faire, c'est allonger le congé paternité. Vous pouvez le mettre à égalité avec le congé maternité, comme ils ont fait en Espagne. En Espagne, mais ils ont fait en l'espace de 3 ans. Ils ont inventé, le congé pat, c'était quasiment rien chez eux. Et c'est devenu 16 semaines comme les femmes. Et maintenant, ils sont en train de discuter à porter à 20 semaines pour les femmes et pour les hommes. Voilà. Parce qu'ils ont d'abord fait l'égalité, et puis maintenant, ils se disent on pourrait aller plus loin. Et en faisant l'égalité, en fait, ils ont réalisé que, ça changeait les répartitions des tâches dans le couple. Et après, il y a même un sujet d'essayer de faire en sorte que le congé soit pris aussi seul par le père. Et donc là, moi, du coup, on pourra quasiment pas toucher, parce qu'on a des problèmes d'articles irrecevables, d'amendements irrecevables. Donc dès qu'on dépose un truc pour toucher le congé pat, ça crée des charges et tout. Donc moi, je me suis fait dégager tous mes amendements. Je crois que j'ai un amendement sur un rapport. C'est ce qu'on fait. Je demande un rapport, mais je l'ai fait, le rapport. Je l'ai fait, j'ai dit c'était bien. Et du coup, en fait, tu peux juste demander au gouvernement un rapport sur ton sujet. Donc j'ai demandé un rapport sur le congé paternité égal au congé maternité. Mais j'ai aussi proposé que ce congé, au moins, déjà, il fasse en sorte de le fractionner pour qu'il y ait une partie, quand le père prend les 2 mois, il faut que le 2e mois, il soit pris après les congés de la mère. Et ça, c'est pour s'assurer qu'il y a un temps seul avec l'enfant, et ça, c'est aussi très important, parce qu'on s'est rendu compte que sinon, le père se place dans un rôle auxiliaire, c'est-à-dire qu'il est en congé, mais en même temps que la mère. Et comme il est en congé en même temps que la mère, il lui vient en aide, ce qui est plutôt bien le 1er mois et tout, parce qu'elle a besoin de quelqu'un à la maison après la naissance et tout. Mais au bout d'un moment, ça peut aussi créer ce truc où il reste le parent secondaire, quoi. Bien sûr. Et il est jamais seul en autonomie avec l'enfant. Et dans les pays scandinaves, ils ont plusieurs mois seuls avec l'enfant, et en général, c'est à ce moment-là qu'ils découvrent. Ils font entre 6 et 9 mois, ils font oui, donc c'est ça en fait un bébé. Bon, c'est un peu tard d'ailleurs chez eux, ça arrive assez tard, mais ils ont ces mois-là consacrés. Donc voilà, moi ce que je vais essayer de défendre, mais vous voyez, c'est tout ça dans un contexte, de toute façon, ça se trouve, le truc va être raboté au Sénat, et là, il y a eu un amendement de suppression de la droite, d'un mec de la droite qui a dit, quand même, dans un contexte, on doit faire des économies budgétaires, est-ce que c'est bien notre priorité de permettre aux parents de s'arrêter, quoi. Voilà, donc il faut faire des économies, c'est le plus important. Ils ont dit des trucs horribles, et puis pour justifier, par contre, ils ont dit... contre l'amendement de suppression, il y a le gouvernement qui a dit quand même c'est bien parce que ça pourrait permettre d'enlever la tension sur les modes de garde. C'est-à-dire en gros, si les parents le prennent, ils ont moins recours à la crèche. Donc ça m'a beaucoup énervé aussi, parce que moi je suis pour qu'on investisse aussi dans le service public de la petite enfance et qu'on n'allonge pas les congés juste pour que les gens, en fait, eux, perdent du salaire pour garder leur enfant à un moment où peut-être ils voudraient commencer à avoir recours à un mode de garde, quoi. Donc voilà, ça c'était ma petite marotte. Et du coup, j'ai envie de vous faire un point technique. Vous me direz si ça vous saoule, vous. Parce que tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas pu déposer les amendements que tu voulais. Et du coup, je ne sais pas si vous savez comment ça marche, mais je trouve que c'est intéressant quand même d'expliquer. Vous avez peut-être déjà entendu que quand on dépose des amendements, des fois ils sont irrecevables. Alors souvent, ce qu'on entend, c'est irrecevable l'article 40. Et l'autre, c'est quoi? C'est l'article 68 ? Le cavalier, j'ai un doute. Bon, alors peut-être que je dis n'importe quoi sur le 68, mais alors celui-là, c'est, on va dire le cavalier. Ce qu'on appelle un cavalier législatif, c'est quand on fait un amendement, une proposition de modification qui en réalité n'a rien à voir avec le sujet qui est traité. Des fois, on arrive comme ça à contourner, à parler d'un truc qui est pas vraiment dedans, mais ça peut se faire sanctionner. Et on vous dit, non, monsieur, madame, là, votre amendement, ça n'a rien à voir avec le sujet, ça dégage, en gros. Et l'autre qui est beaucoup utilisé et qui est, à mon sens, un petit problème démocratique quand même, c'est le fameux article 40 qui dit qu'en fait les parlementaires ne peuvent pas proposer un amendement qui rajoute des charges, c'est-à-dire des coûts, en gros. Et ça, c'est une énorme limite dans notre action parlementaire. Donc c'est pour ça que ce que Sarah disait, c'est que les amendements qu'elle proposait, donc pour un vrai congé, comment tu l'appelles, parental, du coup ? Congé, un congé d'accueil de l'enfant, égalitaire. De manière générale, là, forcément, ça a un coût. Ça va coûter de l'argent, et donc ça, on n'a pas le droit de le faire. Donc le seul moyen, c'est pour ça qu'elle parlait d'un rapport, c'est que du coup, quand il y a des sujets dont on veut quand même parler dans l'hémicycle, parce qu'on estime que c'est important, on est obligé de passer par des demandes de rapport.
donc qui là du coup ne coûtent rien, hein, de fait, mais qui permettent de parler d'un sujet. On appelle ça aussi des fois des amendements d'appel, c'est-à-dire c'est pour appeler à s'intéresser à un sujet. Donc là par exemple de dire voilà, on demande un rapport sur la possibilité d'un congé d'accueil, voir justement combien ça coûterait, combien ça de manière à pouvoir parler d'un sujet et essayer d'avancer sur la question. Mais c'est une vraie limite, c'est une vraie limite démocratique en fait quand on en fait bien. Dans le budget, si vous regardez, il y a la première partie du budget, c'est les recettes et ensuite c'est les dépenses. Et en fait, rien que cette logique-là, elle est complètement foireuse. Parce que du coup, en fait, pendant les recettes, ils refusent qu'on taxe les riches, etc. Ou ils refusent qu'on fasse, qu'on récupère l'argent là où il est. Et du coup, après, au moment des dépenses, en fait, on est dans un truc qu'on craint, on n'a pas le droit de créer des charges, quoi. Donc, voilà. Du coup, il y a une question technique. Expliquer rapidement le principe du gage utilisé parfois pour contrer l'article 40. Alors, excellente question, dis donc tu t'y connais, toi. Alors, en fait, très souvent, si vous avez la curiosité d'aller regarder les textes de nos amendements, très souvent, à la fin, on marque nous appelons le gouvernement à lever le gage. Là, c'est ce qu'on met, par exemple, dans le cadre des discussions budgétaires, parce qu'actuellement, en fait, donc comme on n'a pas le droit de créer une dépense, si par exemple, là tout à l'heure, je vais défendre un amendement qui veut remettre 200 millions pour la préservation des espaces naturels, la restauration des espaces naturels, je peux pas dire on va rajouter 200 millions. Il faut que je dise on va les prendre ailleurs. Donc on doit faire un petit tableau en disant voilà, on va prendre 200 millions, je dis n'importe quoi, dans le budget transport pour le mettre à la biodiversité. Donc vous comprenez que c'est ridicule. Nous, évidemment qu'on ne veut pas enlever 200 millions au train qu'on essaie de développer autant qu'on peut et pour mettre à la biodiversité. Donc dans ces cas-là, on est obligé de l'écrire comme ça, mais on précise à la fin, nous demandons au gouvernement de lever le gage, parce que du coup ça sous-entend que si c'est adopté, on espère que le gouvernement il va créer une dépense supplémentaire. C'est un truc. Et donc dans les propositions de loi, c'est la taxe sur le tabac, là quelqu'un dit l'accise sur le tabac, donc c'est vrai que parfois les gens quand ils voient une proposition de loi qui est faite par l'opposition et tout, ils disent mais ils vont encore augmenter le prix des clopes, c'est quoi le rapport et tout. En fait c'est juste que quand on fait une proposition de loi qui est c'est pas un projet de loi du gouvernement, etc. Pour la déposer, on estime un peu le coût que ça pourrait être et on dit qu'on fait ce gage-là juste pour qu'elle soit recevable. Mais après une proposition de l'opposition, de toute façon, elle supposerait qu'ensuite il y a un financement budget par le budget et tout. Donc c'est jamais par cette façon-là. Donc voilà, peut-être. Donc tout le monde écrit ça, mais ce n'est pas si on crée un truc qui va coûter 100 millions, c'est pas pour taxer réellement le tabac. Ah, vous ne voyez plus ? Ah oui, non, merci. Quelle heure il est ? Ah oui, il est 9h02, je suis censée être en commission finance. Il faut que tu sois en commission finance, t'as pas mangé ? Non, j'ai pas mangé. Et moi, il faut que je mange avant d'aller contrer. Donc là, les amendements qu'il va y avoir à la reprise 21h30, c'est le RN qui veut évidemment que le congé de naissance ne soit pas possible pour les parents étrangers. Voilà. Donc, ils disent que ça frise. C'est bon, c'est revenu. Mais on va devoir vous laisser. On aura fait ce petit point. J'espère qu'on n'a pas loupé trop de questions, mais j'ai l'impression que c'était. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment avec vous. Voilà. Allez, maintenant on va manger, puis on va retourner. Et puis on se comme finance, toi. Commission finance, parce qu'en ce moment, vous savez que pendant qu'on discute en hémicycle du projet de loi de financement de la sécurité sociale, en commission finance, on a commencé la deuxième partie du PLF, c'est-à-dire la partie dépenses, justement. Et là, on a attaqué ce qu'on appelle la discussion budgétaire, c'est-à-dire le budget autour du thème de l'écologie, dont je fais partie des chefs de file. Donc voilà, il faut y retourner. Allez, on y retourne. Bon, à la semaine prochaine. Merci à tous. Merci d'avoir été là. Ouais. Ciao.